Les amis, l'heure est grave. Parce que je pense que quand on commence une nouvelle chaîne, c'est important de marquer les esprits, de faire une vidéo impactante et qui va vraiment créer un débat de fou furieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une tier list des jeux vidéo Pokémon. Alors oui, je pense que c'est un concept sur YouTube qu'on a pu voir, je sais pas, 14 000 fois. J'avais très envie de faire ça aussi, donc voilà, ça peut être l'occasion de parler un petit peu de mon rapport aux jeux vidéo, de voir un petit peu comment ça a évolué dans mon esprit. Et on va essayer de revenir sur chaque génération, avec à la fois ce que j'ai pu aimer, moins aimer. Mais le but, c'est à la fois de rester un minimum objectif, tout en parlant de ma nostalgie par rapport à ça, mais aussi de pas défoncer n'importe comment les jeux, parce qu'en soi, je pense que la licence Pokémon est une très chouette licence qui a pris des virages qui peuvent être contestables, mais je trouve que c'est des jeux qui sont super intéressants à analyser, surtout par rapport au public et à sa réception. Évidemment, vous l'aurez compris que c'est subjectif, hein, je ne suis pas là pour établir une vérité. D'ailleurs, si vous voulez faire aussi votre tier list, je vous mets le lien de la page que je vais utiliser dans la description, mais surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires aussi. Le but c'est de débattre, de revoir un petit peu les jeux vidéo à travers le temps, mais avant ça, on va faire un petit point sur la collection, parce que j'ai pu pas mal avancer depuis la première vidéo. Donc c'est des cartes que j'ai pu acheter en boutique, il y a 2 cartes que j'ai chopées en booster que je vais vous montrer à la fin. Le but c'est qu'avec ces cartes là, c'était à la fois de compléter la collection que j'ai déjà, mais aussi je prépare un futur concept qui va vous parler des différents types de cartes, mais également des types de rareté. J'ai l'impression que c'est pas forcément ultra clair pour tout le monde. La première, Lanceorien X que j'ai pu prendre. C'est le deck qui tourne le plus au niveau de la méta actuellement. Et c'est vrai que c'est un Pokémon qui m'a beaucoup fait quand je jouais à Pokémon TCG Live. Donc je me dis que j'aimerais bien l'essayer avec soit Gromago ou autre chose, faut que je vois. Ensuite, nous avons une autre carte X qui est Karmadura. Alors là, c'est vraiment pour le plaisir, hein, parce que Karmadura, j'aime beaucoup le Pokémon, et j'ai vu la carte, j'ai dit, ah bah tiens, je vais la prendre. Ensuite, nous avons une urne terrestre, donc là, pareil, c'est pour à la fois le deck que je me prépare, mais également pour les raretés, parce que je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est une des nouvelles raretés qu'on a pu voir sur Évolution Prismatique, la rareté Pokéball. Donc en gros, on peut voir une petite Pokéball ici qui scintille. C'est une rareté qui est plutôt chouette, je trouve. Ça permet de dynamiser un petit peu les raretés à Pokémon. Après ça, Tokoriko GX. Donc là, pareil, GX, ça vient de la série Soleil et Lune, je crois. Pareil, c'est un nouveau type de carte Pokémon, c'était les ex avant l'heure en gros. Et donc j'ai vu Tokoriko et j'ai dit ah bah tiens, pourquoi pas. Faudrait que je me renseigne plus sur Pokémon hein, pour vous dire plus de choses intéressantes, hein, parce qu'encore une fois ça se sent que je suis débutant. Après, ah bah Giratina Vestar, à défaut de prendre la Vestar qui m'intéresse énormément, j'ai voulu prendre celle de base. Donc Vestar, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des cartes qui peuvent faire évoluer les Pokémon V. Donc en gros, on a un Giratina V par exemple, et je peux mettre un Vestar par-dessus. C'est comme s'il évoluait. Et en fait, les Vestars, c'est un pouvoir que tu peux utiliser une fois par combat. Donc voilà, plutôt content d'avoir eu ce Giratina là, en attendant d'avoir le vrai Giratina Vestar. Un petit Zapetrel Shiny. Moi j'aime bien Zapetrel. Je suis un peu déçu de son évolution Fugurello. Je trouve qu'il manque quelque chose de vraiment distinctif par rapport aux autres Pokémon oiseaux qu'on peut avoir au début du jeu. Et là justement, vu que c'est un shiny, par rapport aux autres, la petite étoile rare, en fait, elle est dorée. Le fond, honnêtement, est pas très fou, quoi. Donc ils auraient pu faire un truc un poil mieux. Mais en soi, je trouve la carte plutôt jolie. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas pour vous la présenter. Comme prochaine carte, nous avons Skelenox. Skelenox qui fait partie de la série de Tempête Argentée, je crois. Non, je veux pas dire de bêtises. Je veux pas dire de bêtises du tout. Parce qu'en fait, elle forme avec 8 autres cartes Pokémon une petite image complète. Et je crois qu'il m'en manque 2. Il me manque Kenotor et Pikachu. Parce que justement, je vais vous montrer la deuxième que j'ai pu avoir. On a Skelenox ici, mais nous avons aussi... Pas du tout... Je sais plus. Alors là, celle-là, Pomme, c'est une des AR qui est le moins recherchée. Mais je la trouve mignonne, donc je l'ai prise. Et j'aime beaucoup, je la trouve plutôt mignonne. En plus, avec le Pomme, je sais pas si c'est shiny ou femelle, je crois que c'est shiny. Mais moi, j'aime bien, je me suis dit pourquoi pas. Ah là, justement, voilà. Là, c'est Paras. Le dessin est très joli, franchement. Et avoir la page complète, je vous la montrerai dès que ce sera complet. Mais je pense que ce sera très stylé. Ensuite, dernière carte que j'ai pu trouver en magasin. Vibranymph en AR. Là pareil, Vibranymph, ça faisait pas mal de temps qu'elle me faisait de l'œil. Ça fera très bien dans mon livret. Les 2 cartes que j'ai chopées en booster, j'en ai chopé un dans Aventure Ensemble et un autre dans Pokémon 151. Et je suis tombé sur Chenipan, qui est sublime. J'adore cette carte, franchement. Je la trouve beaucoup trop belle. Mais par contre, je suis halluciné de la différence de prix entre les cartes japonaises et les cartes françaises. Il y a quasiment 10 voire 12 € de différence. C'est énorme. Mais voilà, très content d'avoir eu ce Chenipan. Et pour finir,
pour Aventure Ensemble, nous avons eu le Mamochon en secret. La Mamochon dans cette rareté que je n'aime pas du tout. Mais ça fait plaisir de l'avoir. Donc voilà, donc ça c'était la mise à jour de la collection. Et maintenant on va passer au plat de résistance avec cette fameuse tier list. On est là pour se détendre et pour rigoler. Et dans tous les cas, c'est pas le but de défoncer les jeux, c'est juste de pouvoir parler un petit peu de mon rapport à ces jeux, à la fois de parler de manière objective, mais également de pourquoi j'aime ou j'aime pas tel ou tel jeu. C'est très simple, ça va être très cool, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc ça y est, on va enfin pouvoir commencer la tier list. Donc vous avez ici en bas tous les jeux Pokémon de la licence principale. Donc comme j'ai pu le répéter, il n'y a pas tout ce qui est Pokémon Ranger, Donjon Mystère, etc. Là, il y a juste Colosseum, XD et Arceus qui se sont rajoutés, mais je pense qu'on va pas en parler. Et si on commençait avec la première génération, rouge et bleu. Et que dire, ça a très mal vieilli quand même. Non, j'adore ces jeux, c'est vraiment... moi, j'ai eu Pokémon Rouge en premier, évidemment. J'ai toujours du plaisir à rejouer à ces jeux, je pense que je connais pas mal de trucs sur le bout des doigts tellement j'ai pu y jouer. Mais c'est vrai qu'en termes de mécanique, de graphisme, etc., ça a quand même assez mal vieilli. Et surtout, dans Rouge et Bleu, t'as des sprites parfois, mais ils sont dégueulasse. Il y a le fait que le sac ne contient que 20 items, le fait que ce soit très limité aussi niveau combat, animation. Donc oui, c'est un peu de la vieilli, effectivement. Mais moi, je sais pas, je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Et c'est vrai que pour être à la fois objectif et personnel, je pense que Rouge et Bleu, on pourrait leur mettre un bon B. Je pense qu'un bon B, une place totalement méritée. Parce que effectivement, Pokémon Rouge et Bleu, ça a trop mal vieilli pour que ça puisse être vraiment plus haut dans le classement. Mais il y a toujours ce sentiment de plaisir à revoir le jeu, sachant que les musiques de la Game Boy, elles sont excellentes. Et l'aventure, en soi, même l'histoire du jeu, elle est simple, mais elle est hyper efficace. Donc en soi... non, je pense qu'un bon B, c'est amplement suffisant. À part quelques exceptions, je vais pas parler des versions complémentaires, j'en parlais surtout de 2. Mais Pokémon Jaune, c'est quasiment équivalent à Rouge et Bleu. C'est vrai que c'est un poil mieux avec Pikachu qui nous suit. Mais en soi, c'est à peu près pareil, quoi. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Ensuite, ma génération, je pense, de cœur, ma génération préférée, Or et Argent. Pour moi, Or et Argent, c'est A. Or et Argent, je pense que là, on voit les prémices de ce que va devenir Pokémon. Et là, c'est vraiment toutes les corrections de Rouge et Bleu réunies en un seul jeu. Et l'aventure est incroyable, c'est long. Surtout que moi, ce que j'aime bien dans les jeux Pokémon, c'est quand t'as un vrai post-game. Et là, en soi, t'as toute une nouvelle aventure en post-game avec les 8 autres badges de Kanto et le mont Argenté. Donc ça, c'est vraiment chouette. Les Pokémon sont trop cool, les musiques sont trop bien. Et je trouve que Or et Argent, par rapport à d'autres jeux Pokémon, ils ont plein d'avantages. Notamment le fait de te laisser bien pouvoir explorer avant de pouvoir faire tes premiers combats Pokémon. Donc ça, c'est chouette. Tout le lore avec les légendaires, surtout dans Crystal, qui est mis en place et c'est hyper chouette. Et surtout, c'est hyper varié en termes de décor. Et oui, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté moins linéaire que les autres jeux. C'est-à-dire que là, on peut passer d'une arène à une autre et on n'a pas vraiment de limite de... Ouais, je sais pas où je veux en venir. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on était beaucoup moins linéaire dans la façon d'apprendre le jeu par rapport aux arènes, par rapport à l'histoire. Là, c'est un bon A, je pense. Par contre, là, on va arriver à, pour moi, un des premiers points de scission avec Pokémon Saphir et Ruby. J'aime pas la 3ème génération. Je suis pas fan du tout de la 3ème génération sur pas mal de points. J'ai eu Saphir en premier, mais je sais que moi j'aime pas du tout la direction artistique des jeux, j'aime pas du tout... Enfin c'est pas que j'aime pas du tout, c'est que c'est objectivement... C'est trop bien. Enfin, c'est le cap graphique avec la Game Boy, ça se ressent. On commence à voir la stratégie Pokémon à se mettre en place avec les talents, les natures, les objets. Donc, c'est beaucoup plus approfondi que Pokémon Or et Argent. Donc, ça, c'est super chouette. L'aventure, pareil. Le jeu commence à être de plus en plus... Il est assez dur quand même, hein, Rouge, Saphir et Ruby. Hein. Le combat contre Flora, il est affreux. Celui sur la route 212, je crois, à côté de la piste cyclable, ou 211, je sais plus. Mais ouais, ce combat, il est affreux. Donc là, t'as vraiment des cas de difficulté qui rendent le jeu beaucoup plus attrayant. Il y a plein de choses à faire, mais moi, je sais pas. J'aime pas le côté graphique, j'aime pas trop surtout les musiques. Moi, je suis pas fan des trompettes, hein, je suis désolé. Je suis pas un grand fan des trompettes, donc ouais, j'ai pas mal joué. J'ai beaucoup joué à Ruby Saphir, mais moi, j'ai maîtrisé plus en B, quoi. C'est encore une fois, je dis pas que c'est des mauvais jeux, loin de là, c'est pas du tout des mauvais jeux. C'est juste que moi, par rapport aux autres jeux Pokémon, c'est ceux où j'ai le moins de plaisir à y rejouer en tout cas. Ça va être un de mes points culminants en termes d'analyse, c'est le fait de est-ce que j'ai vraiment envie d'y rejouer ou pas, sachant que pour moi, même en termes de Pokédex, en soi, la 3ème génération, il y a des Pokémon très très chouettes, mais les starters, c'est vrai, c'est loin de mes préférés, quoi. Il y a plein de choses à dire, hein, et je pense que je vais pouvoir rattraper le coup avec la version d'après qui est Emerald. Emerald, c'est le premier jeu que j'ai acheté moi-même. Je l'avais acheté 50 € à l'époque. Et là, étrangement, alors que c'est quasiment la même histoire, je sais pas,
avec peut-être, il y a la fin qui change avec toute l'histoire autour de Rayquaza. Et il y a aussi la zone de combat qui était incroyable dans Emerald. Mais Emerald, déjà pour moi c'est un A, ça c'est sûr, c'est un A. J'ai pris beaucoup plus de plaisir sur Emerald que sur Ruby et Saphir. Alors que c'est quasiment pareil, tu vois, donc c'est ça qui est étrange. Les petits changements au niveau de l'histoire étaient suffisamment significatifs pour être un peu plus intéressants. Et je les mettrais au-dessus de Ruby et Saphir, aisément. Et ça va être un peu le même principe avec la 4ème génération Diamant et Perle. Diamant et Perle, je pense que le jeu a pas mal de défauts, mais ça vaut un A. Facilement un A. Parce que déjà, le Pokédex est beaucoup plus complet, je trouve, que ce soit en termes de design, de puissance, etc. Même si on a tous eu la même équipe avec Etoraptor, Mustéflot, Roserade, on a tous eu les mêmes Pokémon. Mais je trouve qu'il y a quand même un peu plus de choix et un petit peu plus de variété au niveau des Pokémon. Mais pour moi, le plus gros problème de Diamant et Perle, c'est que ce sont des jeux qui sont très lents. Les combats sont d'une lenteur affolante et c'est hyper chiant à jouer. Et ensuite, le fait que Diamant et Perle, il n'y a que 151 Pokémon dans le Pokédex régional. Ce qui fait que toutes les évolutions supplémentaires, genre Rhinastock, Maganon, Yamenga, etc. En fait, ils sont pas disponibles dans cette version-là. Et je trouve ça dingue que Game Freak n'ait pas pensé à les implanter de manière naturelle. Il a fallu attendre Platine pour les avoir de manière naturelle. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis en premier. Parce que Platine, pour moi, c'est un S. Platine, il est trop bien. Il a les défauts de Diamant et Perle parce que c'est très lent, en soi, qui est pour moi le plus gros défaut du jeu. Mais après, le reste, je trouve que Pokémon sur DS, ça a été la meilleure génération en termes de Pokémon. On a eu les meilleurs jeux Pokémon sur DS, je pense. Et Platine, l'histoire, toute la fin avec le monde Distorsion et Giratina, c'est incroyable. Le post-game est beaucoup plus fourni aussi. Et ouais, t'as beaucoup plus de possibilités, t'as plus de Pokémon, il y en a 210 par rapport à Diamant et Perle. Avec enfin la possibilité d'avoir tout ce qui est Yamenga, il y a aussi Elekable, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Et moi, selon moi, la 4ème génération, c'est les meilleurs starters. Tortipousse, Tiplouf et Wistikram, pour moi, c'est les meilleurs starters depuis la première génération. Parce que c'est les plus complets, c'est les plus variés, et même en termes de combat, les trois avec leur double type, ils sont hyper forts, et donc ça, je trouve ça super chouette. Donc ouais, je pense que Platine, S, facile. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un jeu, et je pense que lui, c'est celui que j'aime le moins de tous. Rouge Feu et Vert Feuille, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est adapté des premières versions rouges et vertes qui sont sorties au Japon en 96. Alors déjà que moi j'ai pas aimé Ruby et Saphir, je le mets en C. Je suis désolé, c'est le même gameplay que Ruby et Saphir. Ça ajoute des trucs en plus par rapport aux îles, etc. Mais moi je l'aime pas. C'est vraiment, j'y ai joué quelques fois, mais en soi j'ai eu zéro plaisir à jouer sur ce jeu-là. Je trouve qu'en termes de remake de Kanto, c'est vraiment loin d'être le meilleur, quoi. Pas fan de ces versions remake. Oui, il y a des nouveautés, mais c'est pas assez significatif pour vraiment valoir le coup, je trouve. Nous avons eu justement d'autres remakes qui, pour moi, sont le deuxième meilleur remake. C'est Heart Gold et Soul Silver. Et ça, putain, mais vraiment, ce jeu, il est incroyable. Toujours le même principe. Alors, c'est peut-être un poil plus rapide que Platine et Diamant et Perle, mais vraiment un poil, hein, ça se joue à pas grand-chose. Mais le simple fait de pouvoir rejouer à Or et Argent sur DS avec un cadre de 2 générations, on redécouvre l'aventure. Ils ont fait des petites corrections aussi au niveau de l'histoire. Ils ont aussi corrigé un petit peu le design des villes, parce qu'en fait, dans Or et Argent et Cristal, en fait, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas eu le temps de vraiment mettre Kanto en mode map d'origine, ce qui fait qu'il y a plein de passages, notamment la forêt de Jade, qui est ultra simplifié, tout a été corrigé, et là ça fait un jeu qui est ultra complet, et je pense que c'est si ce n'est le jeu Pokémon le plus long qu'on puisse faire, et surtout le plus agréable, quoi, parce que franchement on peut avoir, je crois facilement plus de 300-400 Pokémon naturellement dans le jeu, et il y a un plaisir de fou à jouer. Notamment la feature que j'adore dans Heart Gold et Soul Silver, c'est le Pokétathlon, et ça je trouve que c'est des mini-jeux qui sont trop bien, trop fun. Donc ouais, Heart Gold et Soul Silver, pareil, ça va en S. Et donc là, on arrive vraiment, je pense, au jeu qui a divisé la saga en deux. Ça a été Pokémon Noir et Pokémon Blanc. C'est pour moi la génération la plus sous-estimée de toutes. C'est vraiment, je pense que les joueurs ne se focalisent que sur le Pokédex qui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de très bons Pokémon ou de très beaux Pokémon plutôt, parce qu'il y a vraiment des Pokémon qui sont hyper cool à jouer. Mais t'as beaucoup d'oublis et surtout beaucoup de Pokémon, entre guillemets, un peu détritus, quoi. C'est vraiment des Pokémon, on a l'impression qu'ils sont plus là en mode remplissage, alors que l'idée de base, elle est trop bien. C'était vraiment de essayer de faire une sorte de remake, reboot déguisé de Pokémon, en ayant comme Kanto, c'est-à-dire 150 nouveaux Pokémon
tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Pokémon des anciennes générations dès le début. On a un début d'aventure avec full nouveaux Pokémon et les sensations, elles étaient folles. Et franchement, je trouve que tout le côté DS, elle est poussée dans ses derniers retranchements pour faire un rendu vraiment chouette entre les effets 3D, les effets de mouvement perpétuel des PNJ. Enfin, il y a plein de petites initiatives dans le jeu qui rendent le tout hyper dynamique. Et surtout, les combats. Les combats sont fous. C'est rapide, c'est nerveux, les Pokémon bougent tout le temps, les animations sont super chouettes. Il y a des trucs trop bien. Et je trouve que Pokémon Noir et Blanc, s'ils avaient eu un meilleur Pokédex, les gens l'auraient mis, mais vraiment, mais S-tier tout le temps. Mais je pense que les gens ont été très hermétiques à ce virage radical. Et c'est pour ça que c'est la génération qui s'est, entre guillemets, le moins vendue. Parce que les gens étaient un peu plus hermétiques à tout ça et c'est dommage parce que vraiment, ça vaut trop le coup. Moi, Pokémon Noir et Blanc, je le mettrais en A et encore. Non, je mettrais en A parce que je trouve que leurs suites, justement, Pokémon Noir 2 et Blanc 2, c'est un vrai jeu complémentaire, c'est-à-dire que là, c'est une toute nouvelle histoire et on contrôle un autre héros. Et donc on a de nouvelles villes, on a des nouveaux personnages, les personnages qu'on a connus dans Noir et Blanc ont grandi, ce qui fait qu'il y a une vraie évolution et c'est super intéressant. Pour moi, le plus gros point fort de cette génération, c'est l'histoire. L'histoire, là, on commence à avoir un virage qui est à la fois enfantin, mais très sérieux aussi, quoi. On sent que ça va aborder des choses vraiment intéressantes dans Pokémon. Faudrait que j'y rejoue pour analyser ça de manière beaucoup plus approfondie. Mais c'est vrai que moi, l'histoire m'avait beaucoup marqué, quoi, vraiment sur ce rapport qu'a les Pokémon avec les dresseurs. Ça permettait de remettre un peu en question notre rapport aux Pokémon. Alors, est-ce que ça a été fait de la bonne manière ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était maladroit ? Peut-être. Mais je trouve que ça permettait de dynamiser un petit peu le jeu et de vraiment réfléchir à l'univers et sur ce qu'il voulait raconter. Et comme ça pouvait faire une histoire qui pouvait à la fois s'adresser aux enfants, mais aussi aux adultes. Et je pense que Pokémon ne devrait pas perdre ça en vue, parce que les gens qui ont joué à Pokémon Rouge et Bleu en 99, aujourd'hui, ils ont plus de 30 ans. Donc, oh putain, ça fait mal. Il faut pas perdre ce public en vue, parce que Pokémon, ça a toujours été vu comme étant une saga pour les enfants, et ça la devient de plus en plus, mais encore une fois, Pokémon, ça peut s'adresser à tout le monde, quoi. Et j'ai l'impression que Nintendo, il s'en fiche de plus en plus de ça, même s'il commence à faire des efforts sur pas mal de points, mais ouais, je trouve qu'il faut pas perdre de vue les adultes qui jouent à Pokémon, quoi. Mais ouais, je trouve que Noir et Blanc et Noir 2 et Blanc 2 sont la génération la plus sous-estimée, et c'est aussi celle qui a le plus à offrir, quoi. Franchement... Enfin ouais, moi j'adore rejouer à ces jeux-là. Le seul problème aussi, il faut y jouer quand c'est le printemps ou l'été. Les couleurs sont un petit peu plus vives. Parce que quand tu joues en automne ou en hiver, c'est très fade. Et c'est vrai que la direction artistique de ces jeux Pokémon-là, elles sont un peu fades. Ça manque de saturation et de couleurs, je trouve. C'est un détail, hein, mais je trouve que ça joue en termes d'ambiance et d'atmosphère. Il y a des musiques trop bien, quoi. Ensuite, et c'est là la plus grande erreur de Pokémon, là on commence à arriver au début de la fin, le passage à la 3D avec Pokémon Y et X. Et j'ai du mal avec eux aussi, hein. En fait, ils apportent plein de choses hyper intéressantes, beaucoup plus de précision par rapport à la stratégie Pokémon avec les EV et IV. L'histoire elle reste plutôt intéressante et la région est chouette, mais le level design reste assez simpliste, on va dire. Il y a beaucoup de lignes droites, c'est un peu basique, et c'est surtout une région qui est très nostalgique. En fait, ils ont voulu récupérer les fans de la première heure qui sont partis à cause de Noir et Blanc, et en fait ils ont fait une sorte de remake déguisé de Pokémon Rouge et Bleu, en faisant plein de références à Kanto, en remettant plus en avant les starters de base que les starters de la 6ème génération, avec leur nouvelle feature qui est trop bien, la méga évolution. Mais pareil, le jeu en soi, moi j'ai un peu la flemme d'y rejouer à chaque fois, quoi, parce que à partir de Pokémon X et Y, déjà on a eu un gros souci, c'est que le post-game était hyper léger, mais hyper léger. Moi un post-game, c'est comme Diamant et Perle ou Noir et Blanc, c'est que t'as presque 2-3 villes en plus à visiter, t'as une tour de combat ou une zone de combat en plus, et une histoire qui se joue encore après. On sent que le passage à la 3D a fait mal aux Pokémon, parce qu'en plus, les Pokémon ont perdu tellement en charisme entre la 5ème génération et la 6ème. Je vous montre un exemple. Minotop, Pokémon Noir et Blanc, Minotop, XY. Putain, franchement, c'est moche, hein. Un autre exemple, Typhlosion. Elle est où sa flamme? C'est beaucoup moins dynamique, c'est beaucoup moins rapide. Mais je pense que les jeux qui sont en mode full 2D avec des effets de lumière artistique qui permettent de bonifier un petit peu, de créer une sorte de fausse 3D, Pokémon aurait dû rester là-dessus. La 3D, pour moi, elle a tué Pokémon. Et c'est dommage. Elle aurait dû continuer en 2D, full 2D, et essayer d'améliorer la recette au fur et à mesure. Parce que moi, le passage à la 3D, elle a fait vraiment du mal à Pokémon. Les graphismes sont devenus de moins en moins bons, les animations sont devenues de plus en plus fades, et je pense que Pokémon a besoin de quelque chose de vivant. On a besoin de voir les Pokémon vivre leur vie, de faire des choses en dehors des combats,
Donc quand on voit les Pokémon quand ils sont en mode ouvert, on a l'impression que à part juste marcher, il faut rien quoi. Donc on a besoin de vie, d'immersion, etc. Et je trouve ça dommage. Et c'est là où Pokémon a perdu un petit peu de sa superbe quoi. Je pense que je le mettrais en B. Ouais, je pense en B. J'ai du mal à le mettre en A. J'ai du mal à le mettre au même niveau que les autres que j'ai pu avoir en termes de ressenti. Je suis peut-être très dur avec X et Y. De toute façon, je sais que Ruby et X et Y, je suis très dur avec eux. X et Y, j'en attendais beaucoup plus. Et c'est un des jeux Pokémon qui me donne le moins envie de rejouer aussi. Au final, quand on y voit d'un peu plus près, là on commence à voir les plus gros défauts de Pokémon ressurgir entre le côté 3D, le côté très facile, parce que le jeu est très facile aussi, le côté enfantin de plus en plus accentué, l'histoire principale qui reste très niaise en fait, hein. C'est intéressant mais c'est très niais, même si on commence à voir le lore de la guerre Pokémon qui aurait pu être ultra intéressant à établir de manière beaucoup plus poussée. Donc j'espère que Legend Zelda va corriger le tir. Il y a à la fois du très bon, du moins bon, voire même du pire. Donc c'est très partagé, c'est pour ça que je le mets en B. C'était plus une déception qu'autre chose. Qu'est-ce que nous avons eu ensuite? Je pense à ce jour, le meilleur remake Pokémon. Je le mets en S. Ça m'a permis de voir la 3ème génération d'une autre manière. Donc je pense que je l'ai beaucoup plus apprécié avec ce remake. Parce que je trouve que les nouveautés apportées en termes de remake sont incroyables. Notamment le fait de pouvoir avoir ce radar Pokémon directement sur l'écran tactile. Ça, c'est une putain d'idée. Parce que moi, je préfère plus collectionner que combattre. Après aussi, le côté on pouvait bouger dans toutes les directions. C'était beaucoup plus agréable. Et la 3D était plus fine, plus belle, plus colorée. J'ai plus apprécié ce remake-là, sachant on a un vrai post-game avec l'épisode Delta, qui apportait vraiment une histoire en plus qui était hyper intéressante à analyser, avec un vrai final avec le combat contre Deoxys, etc. Et là, je me dis, putain, mais quand on voit ce que Pokémon a pu faire par le passé et ce qu'ils ont pu faire comme remake, tu te dis, mais pourquoi ils n'ont pas tout le temps ce niveau-là? C'est dommage d'avoir vraiment une saga en dents de scie, quoi. Parce que vraiment, on peut passer du très très bon au très moyen, c'est très bizarre quoi, et c'est dommage parce que franchement ils ont toutes les clés en main pour faire des jeux mais monstrueux quoi. Et là on a aussi à une autre génération qui est à mes yeux assez sous-estimée, Pokémon Soleil et Ultra Soleil et Lune. Et moi je la trouve très sous-estimée parce que effectivement on retrouve ce côté très facile, histoire très simpliste avec le rival qui est toujours content, monolithique en soi, il n'y a pas beaucoup d'évolution de personnages. Le côté d'avoir perdu les arènes, je trouve ça plutôt chouette avec ces Pokémon dominants, etc. Enfin, il y a plein de nouvelles features qui sont super intéressantes. Après, le fait de savoir pourquoi ils ont été aussi mal réceptionnés, je pense que le Pokédex a été assez mal foutu. Parce que dans ce Pokédex-là, il y a beaucoup trop de Pokémon plantes. Et en fait, il y a un énorme déséquilibre dans le jeu. À cause de ça, je trouve. Les starters sont trop bien par contre. Et je pense aussi que c'était beaucoup trop linéaire. Et à ce moment-là, je pense que Pokémon avait vraiment besoin d'ouvrir son monde. Là, on était à 2 doigts d'avoir un monde ouvert ou beaucoup plus large, ce qui va arriver après. Là, on arrivait vraiment au point culminant de là, il faut que Pokémon se renouvelle vraiment, parce que sinon, ils vont commencer à perdre les gens. Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, je mettrais en A, et peut-être Pokémon Soleil et Lune, je mettrais en B, plutôt B+, on va dire. Parce que moi, pour moi, Soleil et Lune est supérieur à X. Mais Ultra Soleil et Ultra Lune, de manière pragmatique, pour moi, c'est un C, voire un D. Parce qu'en fait, c'est un DLC vendu 50 €. Et ça, je trouve ça pas normal. Je trouve pas ça normal qu'à cette époque-là, ils puissent faire ça. Ils auraient dû faire comme Noir 2 et Blanc 2, c'est-à-dire, tu gardes le même principe de jeu, mais tu fais une histoire qui se passe 2-3 ans plus tard. Là, c'est la même histoire, on retombe à Emerald, où c'est quasiment la même histoire à 90%, et juste un nouveau post-game. Alors, le post-game est intéressant. Là, on retrouve un petit peu de la difficulté qui manquait à Pokémon. Le côté 3D est un peu mieux affiné, les nouveaux Pokémon et légendaires sont plutôt sympas. Et je pense aussi que c'est ça, un des plus gros problèmes de ce Pokémon Soleil et Lune, c'est les Pokémon ultra chimères. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ça. Ils ont voulu parler de monde parallèle ou quoi que ce soit, alors pourquoi pas? Mais elles sont moches, je suis désolé. Il n'y a pas une seule chimère qui soit vraiment belle ou intéressante à jouer, quoi. Enfin, franchement, je les trouve affreuses. Il y avait des bonnes idées, notamment les formes régionales. Ça, c'est une putain de bonne idée. Mais ouais, les chimères, par contre, je sais pas ce que ça fout là, quoi. Si t'as pas joué à Pokémon Soleil et Lune, évidemment que Ultra Soleil et Ultra Lune est franchement meilleur. Parce que la fin est d'ailleurs un peu différente. On n'a pas ce côté où Elzamina, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle fusionne avec un Pokémon. On l'a pas dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Je trouve ça complètement pété, ce truc. Mais ouais, je pense que c'est une génération qui mérite d'être remis en avant, parce que je pense que les gens l'ont un peu sous-estimé, quoi. Parce qu'il y a plein de bonnes choses qui méritent le coup d'œil. Ensuite, nous arrivons à la génération Switch. Et la génération Switch, alors là, ouais, là, la 3D, c'est compliqué, hein, parce que d'un côté, on a
un des jeux Pokémon les plus beaux graphiquement, avec une des meilleures DA qu'on ait jamais vues. C'est ultra coloré, ça vibre de partout, enfin c'est vraiment enchanteur. Mais par contre, techniquement, le framerate, etc., là ça va pas, il y a un problème. Le système de capture qui est collé à Pokémon Go, c'est sympa 2 minutes, mais après ça devient très chiant. Le jeu est d'une lenteur abyssale, et surtout que à part ce système-là de capture, en soi c'est un remake de Rouge et Bleu, mais ça n'a pas intérêt quoi. Surtout qu'ils ont fait des trucs pour élargir la durée de vie avec les Pokémon maîtres qui ont un Pokémon niveau 70, faut que tu battes tout le Pokédex comme ça. C'est nul, franchement, pour allonger la durée de vie. Donc ouais, je pense que si on doit faire un remake un jour de Kanto, là, il va falloir faire quelque chose de vraiment impressionnant, quoi. Peut-être pour les 30 ans, je sais pas. Mais là, il va falloir un truc qui soit du lourd, parce que là, c'est très léger, quoi, comme truc. Hein. Donc franchement, je sais pas si je le mets en C ou en D, quoi. D serait un peu dur, quand même. Pour moi, ça mérite un D, mais j'ai pas boudé mon plaisir quand même dessus, donc je le mettrai peut-être en C, je pense. Ensuite, nous avons, et je crois que c'est la génération la plus vendue, c'est épée et bouclier. Et là, pareil, là, on commence à retomber un peu dans les travers de Pokémon, quoi, parce que il y a de très bonnes choses. La direction artistique globale, elle est plutôt chouette quand on n'est pas dans les zones libres. Il y a vraiment des endroits qui sont magnifiques. Le level design, il est pas fifou non plus, mais bon, ça va. Le Pokédex, il y a des choses sympas, mais on commence à tomber dans des délires de Pokémon. On se dit, les gars, recentrez-vous un petit peu, essayez de faire quelque chose de plutôt chouette. Parce que là, les fossiles Pokémon, là, faut pas déconner. Le côté libre était assez grisant par moment. Là, on commence vraiment à pousser vers un Pokémon en monde ouvert qui peut être super chouette s'il est bien rendu. Mais il y a encore trop de soucis là-dessus. Et surtout, le jeu est d'une facilité déconcertante. Épée et bouclier, honnêtement, je trouve que c'est la pire histoire. Malgré un énorme point fort pour moi, c'est Nabil. Alors, beaucoup de gens ne détestent Nabil. Je peux comprendre parce que c'est un gamin... c'est un rival qui est très plat, etc. Mais moi, je trouve que la relation que Nabil a avec son frère, c'est hyper intéressant. Et ça permet de voir justement la position du petit frère par rapport au grand, cette comparaison éternelle. Et je trouve que ça permet de lui apporter une certaine profondeur. Donc je trouve que Nabil, il est assez sous-estimé comme rival. Je le préfère à Tilly, honnêtement. Après, le reste, l'histoire, c'est une débilité sans nom, quoi. Franchement, le directeur de Galar, là, qui pense que, ouais, dans 3000 ans, la planète va mourir, donc il faut que je détruise tout. C'est dans 3000 ans, hein, donc c'est bon, on sera tous morts d'ici là. Hein, donc bon, ça sert à rien de péter un câble. Enfin, c'est un truc dans ce délire-là, un truc pseudo-écologique, tu te dis, oui, pourquoi pas, mais c'est juste un mec qui est con, quoi. Donc bon, c'est très plat encore comme histoire, et même le délire de fin avec les deux chevaliers fleurés, là je sais plus comment ils s'appellent, avec Zacian et Zamazenta. Oh putain, c'est nul ça aussi comme post-game, franchement. Et c'est dommage parce que pareil, il y a plein de choses à faire et tu sens que Pokémon veut vraiment travailler ses décors, ses villes, etc. Tu sens qu'ils mettent les moyens pour faire des villes qui sont vraiment impressionnantes. Mais en soi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le côté dépaysement sauvage et libre. Parce qu'en fait, ils ont mis plus de moyens dans les villes que dans la zone ouverte. Et je pense que c'est là où on a besoin de nouveautés. Donc moi, épée et bouclier, pareil, je le mettrais... Ouais, je le mets en B, quoi. Je le mets en B parce que les DLC rattrapent un peu le niveau. Enfin, surtout le deuxième, le premier était nul. Mais c'est aussi un jeu où là, on voit la limitation de Game Freak et de Pokémon Company. Putain, arrêtez de faire un Pokémon par an, quoi. Arrêtez. Vous êtes pas assez nombreux pour faire un Pokémon aussi ambitieux, quoi. Et là, vous vous contentez juste de faire plaisir aux fans. Et c'est dommage parce que c'est possible de faire un vrai jeu Pokémon qui soit vraiment dépaysant, qui arrive à renouveler la licence et avec des graphismes vraiment chouettes, quoi. Donc là, avec l'arrivée de la Switch 2, peut-être que ça va permettre de relancer un peu la machine. Mais là, je pense que la 10e génération, ça va être culminant pour Pokémon, quoi. Ça va rester longtemps, mais pour les jeux vidéo, va falloir faire gaffe, quoi. Mais bref, nous revenons au remake de Diamant et Perle. C'est un D. Je suis désolé, c'est un D. Oui, le jeu est plutôt bien fait, la direction artistique est plutôt chouette, mais c'est un remake feignant. C'est feignant. Et moi, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un remake de Diamant et Perle avec l'histoire de Platine. Parce que là, on a le même principe de Pokédex avec 151 Pokémon, et il n'y a pas la possibilité d'avoir, dès le Pokédex régional, Maganon, etc. Et ils auraient dû, pour moi, refaire l'histoire de Platine. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont rajouté, c'est pas intéressant. Et c'est vraiment on rajoute des trucs pour rajouter des trucs. Donc moi je pense que le remake de Diamant et Perle, c'est le remake le plus feignant qu'ils aient fait. Et ça vaut pas plus qu'un dé, quoi. C'est dommage parce que, encore une fois, Diamant et Perle, c'est une génération qui est très appréciée. Mais ils auraient pu faire tellement mieux, quoi. Là où c'était intéressant, Ruby et Omega, c'est qu'ils ont implanté l'amélioration de XY, c'est-à-dire les méga évolutions. Donc là, ça permettait de revoir la génération d'une autre manière
et de renouveler un petit peu le Pokédex. Il n'y a pas de réelle amélioration, il n'y a pas de réelle innovation, de réelle nouveauté. Et pour moi, c'est un remake qui est chiant à faire, quoi. Oui, c'est Pokémon, donc tu trouves toujours un petit plaisir à faire l'aventure, notamment les souterrains par exemple. Mais en soi, c'est feignant, donc ouais, non, ça vaut pas plus de dés. Je pense que c'est un des pires Pokémon qu'on ait jamais eu. Et enfin, le dernier Pokémon à ce jour, Pokémon Écarlate et Violet. Je n'aurais pas rejoué au jeu actuellement, je l'aurais mis en dés. Honnêtement, je l'aurais mis en dés. Parce que graphiquement, c'est catastrophique. Honnêtement, là, ce n'est pas normal de sortir un jeu aussi mal optimisé en 2022 et que Nintendo Game Freak n'en ait rien à faire, n'ait même pas fait de patch pour essayer de corriger le tir. Je trouve ça scandaleux. L'histoire est plutôt intéressante, honnêtement. Il y a vraiment de belles choses dans le jeu, mais la progression est très lente et le monde ouvert ne te récompense pas assez. C'est pas un monde ouvert à la Elden Ring ou à la Breath of the Wild où tu te dis que t'as toujours quelque chose que tu peux aller visiter. Tout est atteignable aussi. Là, c'est un petit peu plus limité. Et surtout que les seules choses que tu visites, ça reste du Pokémon, il n'y a pas de réelle nouveauté. Et je me demande si sincèrement le monde ouvert a été vraiment réfléchi de manière optimale et intelligente. La première fois que j'y ai joué, j'ai vraiment pas aimé, j'ai été hyper déçu. Sauf que là, je suis en train d'y rejouer de manière un petit peu plus frontale et sans la pression du Pokédex ou quoi que ce soit. Et là, je le mettrai en B, voire en A. Là, j'ai un petit peu revu ma copie par rapport au jeu, parce que même s'il possède énormément de problèmes en termes formels, en termes de graphisme, d'animation, etc. Parce que encore aujourd'hui, il y a des animations, des attaques. On peut pas faire ça en 2022. Mais ouais, c'est pas normal de sortir un jeu aussi mal optimisé, aussi mal animé. Et aussi, le Pokédex, il est vraiment pas dingue. Hein. Il y a vraiment des Pokémon poubelles. Il y en a qui sont super beaux, hein, franchement, et qui sont très chouettes. Moi, j'aime beaucoup Gros Mago. En fait, c'est là aussi le paradoxe de Pokémon, c'est que de base, Pokémon, c'est un jeu vidéo qui a été ensuite détourné en animé et en jeu de cartes. Et en fait, j'ai l'impression que les Pokémon qui sont mis en avant dans les jeux vidéo sont moches dans le jeu vidéo, mais par contre, dans l'animé et dans les cartes, ils sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus vivants, ce qui fait qu'il y a plein de Pokémon qu'on revalorise. Moi, la première fois, j'avais détesté Gros Mago, je le trouvais moche et nul, et en fait, en le voyant dans le jeu de cartes, avec les différents artworks pour le mettre en avant, en fait, je le trouve trop cool. Et là, tu vois, je suis en train de faire le jeu avec Gros Mago, et au final, je commence à revaloriser un petit peu pas mal de Pokémon de cette génération. Le principe de Pokémon du passé et du futur, je trouve ça trop chouette. Ça, par contre, c'est une super bonne idée. Il y a encore de super bonnes choses à mettre en avant dans Pokémon, mais il manque encore beaucoup de choses pour pouvoir les appliquer de manière correcte et montrer une vraie évolution dans la saga. Et voilà, donc le problème, c'est que Pokémon a tellement les moyens de faire mieux, mais je sais pas si c'est la politique de Game Freak, de Pokémon Company qui veut ça. Je sais pas s'ils se disent que on s'en fout de la technique, les gosses vont acheter. On sait très bien, j'en sais rien, je veux pas entrer dans ces polémiques-là, mais franchement, faites un effort, quoi. Là, je pense que les fans de Pokémon méritent mieux. Ça fait un peu discours démago, mais bon, franchement, y a tellement moyen de faire des trucs chouettes. Donc, j'espère sincèrement que Légende ZA va marquer le coup et va renouveler un petit peu la saga, et que la 10e génération va suivre ça et apporter un profond changement. Parce qu'en soi, là, on en a vraiment besoin. Bah écoutez, voilà, ça a quand même de la gueule, hein, ce classement. Hein. C'est plutôt raccord avec mes pensées. Je pense que je suis sans doute trop dur avec X et Y. Mais les gens, je pense qu'ils vont me tuer pour Ruby et Saphir. Ça, c'est clair. Un des trucs les plus importants dans mon choix de cœur de génération, c'est la rejouabilité. Et quand je vois les 4 versions en S, ça m'étonne pas que ce soit ces versions-là parce que c'est celle où je prends le plus de plaisir à chaque fois. Et si je dois choisir une version que je préfère, je pense que c'est le remake Heart Gold et Soul Silver. Pour moi, cette version-là, c'est un S+. Et celle que j'aime le moins, ouais, c'est le remake de Diamant et Perle. Et en termes de pure génération, parce que là j'ai parlé de 2 remakes en termes de jeux préférés et détestés, je pense que ma région préférée, je pense que c'est la 4 ou la 5. Je pense mettrais 5 en termes de gameplay et 4 en termes de Pokédex. Et celle que j'aime le moins en termes de Pokédex, je pense que c'est la 8. J'allais dire la 6, mais en fait c'est la 8. Parce que Yveltal elle est incroyable. Mais ouais, je pense que c'est la 8, la génération que j'aime le moins. Et en termes de jeu, ouais, c'est la 3e, je pense. C'est plus la génération Game Boy Advance. J'y ai joué des heures. Mais c'est là où je prends le moins de plaisir à y jouer. Et c'est ainsi que s'achève cette tier list. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas fait de crise cardiaque en voyant le classement, parce que je pense que là, vu ce que j'ai fait, je pense que là, il y a 2-3 personnes qui sont mortes. Plutôt content de ce classement. Ouais, il correspond bien à mes goûts et à mes envies. Et mes conclusions de tout ça, j'ai l'impression que Pokémon a commencé à chuter à partir de la 5e et 6e génération. C'est là où il y a eu une scission entre les joueurs
et Pokémon. Mais aussi, il y a une scission en termes techniques, parce que pour moi, Pokémon n'aurait jamais dû passer à la 3D. Ou en tout cas, ils auraient dû nettement plus optimiser tout ça. À voir ce que ça va donner à l'avenir, mais je pense que là, Nintendo a conscience des enjeux. Ils savent très bien que ça va toujours continuer à se vendre, mais ils risquent de perdre des joueurs au passage, donc je pense qu'il faut faire vraiment attention en espérant que ce soit un petit peu plus radieux, quoi. Parce que là, à la fois, je suis assez enthousiaste, mais de l'autre côté, il faut vraiment qu'ils apprennent de leurs erreurs, quoi. Et vraiment qu'ils écoutent les joueurs pour essayer d'avoir l'expérience Pokémon ultime. On a besoin d'immersion. Je pense que c'est ça le plus important, c'est l'immersion dans Pokémon. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a eu de très très belles choses par le passé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver au Breath of the Wild de Pokémon, honnêtement. Je pense que quand on arrivera à ce Pokémon-là, là on aura atteint le summum de ce qu'on peut faire avec Pokémon, quoi. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos propres tier lists dans les commentaires et parler un petit peu de vos rapports aux différentes générations, ça peut être toujours intéressant à suivre. Si vous avez aussi des suggestions à me faire par rapport au concept, n'hésitez pas à me le dire, par rapport au format aussi, par rapport à d'autres idées, moi je suis toujours preneur. Voilà, profitez bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas, voilà, et je vous fais des bisous. Ciao!